Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, bonne année 2019, hein, force et honneur, amour et joie. Hop donc, aujourd'hui dans le cadre des chroniques post-fin du monde, une chronique sur la question de la vérité, ce que j'appellerais d'ailleurs les crispations autour de la notion de vérité. Et puis on va déblayer tout ça et voir ensemble comment dans le monde post-fin du monde, finalement la vérité est une question très secondaire dès lors qu'il s'agit de questions politiques. Bien. J'ai eu envie de vous parler de ça, d'abord parce que notre président, directeur général en chef de la Startup Nation, tout ça, Monsieur Emmanuel Macron en a fait un thème de ses vœux. Et puis parce que j'en ai trouvé des échos dans des textes intéressants, notamment un article de Lordon que je mets en référence et qui est accompagné d'une ébauche de psychopathologie des fanatiques de marché qui est tout à fait intéressante. Et puis, dans le texte du comité invisible, là, qui s'appelle Maintenant, et dont je vous parlerai en fin de vidéo. Avant d'être trop avancé dans les développements théoriques archi complexes que je m'apprête à vous livrer, j'en profite pour faire une petite incise. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir vous proposer au second semestre. Oui, vraiment, parce que je pense encore en termes universitaires. Est-ce que je vais vous proposer une recherche sur... alors, qui m'a été proposée il n'y a pas longtemps, là, sur Mastodon, très intéressante, sur comment inclure le non-humain dans les communs. Voilà, ça pourrait être un sujet, hein. Comment délimiter déjà l'humain du non-humain et comment inclure le non-humain dans les communs. J'avais pensé évidemment à faire un travail au fil de l'eau avec des gilets jaunes, voilà, pour faire une espèce de chronique anthropologique de ce mouvement, une fois que j'aurai la latitude de m'y rendre, c'est-à-dire bientôt, parce que la petite pousse, et qu'elle s'autonomise, et que de toute façon je vais reprendre le travail incessamment sous peu. Et puis voilà, j'avais envie de travailler, de renouer aussi avec, après le travail sur l'ordolibéralisme, sur le fanatisme propre aux technocrates européens, c'eût été un sujet aussi intéressant. Seulement voilà, il y a un problème, c'est que moi il faut que je bosse pour vivre, donc je peux pas, déjà que je produis pas mal de chroniques sur YouTube, je peux pas m'y consacrer à 100% du temps, donc si vous avez envie d'avoir tous les sujets à la fois et d'autres, vous avez qu'à passer de 3900 à 390 000, et puis là on fera un Tipeee, et puis je deviendrai un véritable penseur public à votre service, voilà, à votre bon cœur, si vous avez le coup de baguette magique pour transformer ce hobby passionnant en métier, faites-vous plaisir. Bien. On revient maintenant à la question de la vérité. Bon. Alors, à l'occasion du vœu présidentiel, j'ai été saisi par cette question parce que on en entend parler partout, et notamment dans les médias. Il est question d'une ère post-vérité dans laquelle chacun voudrait s'arroger le droit de parler de la vérité. Il est question de la vérification des faits qu'il faut en permanence déployer, que ce soit à travers du fact-checking ou des rubriques check news. On sent qu'il se déploie un certain nombre de crises autour de la notion de vérité, et cela tout azimut. Par exemple, sur la question du passé, sur l'interprétation de l'histoire, sur la question du présent, et c'est là qu'il y a du fact-checking, enfin sur l'interprétation enfin, c'est là qu'il y a l'essentiel du fact-checking, et enfin sur la question du futur, par exemple, avec les gens qui se disent sceptiques par rapport au réchauffement climatique, ou par rapport à l'avenir tel qu'il nous est prédit par des experts. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est essentiellement d'essayer d'identifier le rapport symbolique élémentaire
qui se trouve mis en question dans ces crispations autour de la vérité. Alors j'ai dit crispation par rapport au passé, crispation par rapport au présent, crispation par rapport au futur, mais on pourrait dire aussi crispation par rapport aux médias, qui sont des menteurs, ou qui au contraire se font les détenteurs de la vérité à travers des rubriques de check news, donc en français, hein, de vérification des nouvelles. Crispation autour des politiques, dont on va se dire qu'ils nous disent jamais la vérité et qu'ils nous mentent. Je dirais aussi une crispation autour de l'art technocratique de la pédagogie, où on pourrait dire de l'art de ceux qui ont développé selon eux une compétence exclusive, et qui par conséquent, puisque eux savent la vérité c'est que la France n'est pas indépendante dans le cadre du monde mondialisé, et qu'il faut agir en responsabilité, gna, 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 et donc que la décision intelligente, comprenant le monde, étant prise en haut lieu, il ne reste plus qu'à faire de la pédagogie. Donc vous voyez, c'est à la fois passé, présent, futur, et il y a un rapport comme ça de méfiance qui se construit par rapport à la science, par rapport aux médias, par rapport aux politiques, par rapport à l'expertise en tant qu'elle prétend gouverner. Et il me semble que en réalité, s'il y a crispation, je vous donne l'idée d'emblée, puis ensuite on détaillera. S'il y a crispation, c'est parce que les énoncés journalistiques, les énoncés des politiques, les énoncés technocratiques, voire les énoncés scientifiques, qui sont mis en question, touchent des questions politiques, deviennent des arguments politiques, sont comme primordialement des arguments politiques. Or, en politique, ce qui est premier, c'est l'opinion. En politique, on peut concevoir la politique comme l'art du possible si on conçoit la politique comme celle, pardonnez-moi, comme un art royal que seulement certains posséderaient et qui permettrait d'identifier les possibles. Mais non, en réalité, la politique, c'est essentiellement l'art du conflit. C'est l'art qui permet, à travers des processus de subjectivation qui sont conflictuels, d'administrer, pardon, sûrement pas d'administrer, de produire un gouvernement qui à la fois s'appuie sur un mode de régulation des conflits et un type de distribution des statuts, des biens, des prestiges, des richesses, etc. Donc c'est essentiellement un art du dissensus qui part de la pluralité des positions et qui va les assembler à partir d'un mode de régulation des conflits d'un côté, et puis d'une répartition des statuts, des biens et des richesses, etc. Bon, donc en fait, la politique, c'est pas d'abord la question du vrai, c'est pas d'abord la question du possible, c'est d'abord la question du souhaitable et du désirable, selon chacun. Or, si chacun n'est pas capable de dire la vérité, le vrai, de ceci ou de cela, en revanche, chacun est tout à fait habilité à souhaiter. Dès lors qu'on dit qu'une décision politique doit être prise en fonction d'une capacité à identifier le vrai, dès lors on exclut de la décision politique toute une partie de la population. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut moins faire confiance à la vérité, ou que la vérité n'est pas importante, ou que, etc., la vérité serait une notion nulle et non avenue, ou qu'on serait, comme dans l'ère post-moderne, entré dans une ère de post-vérité. Je suis en train de vous dire que les lieux de crispation sont des lieux dans lesquels on a substitué à la parole politique, qui est une parole conflictuelle d'expression du souhaitable et du désir, une compétence d'expression de la vérité, comme si les conditions d'énonciation du vrai étaient devenues la première compétence politique, ce qui est prodigieusement excluant. Bien, alors, il y a là en quelque sorte un véritable malentendu et une démarche pseudo-scientifique. Si on attendait de M. Macron qu'il soit aussi rigoureux qu'un scientifique dans l'énonciation du vrai, dans le fait de dire la vérité, alors il faudrait qu'il nous propose les conditions de falsificabilité de ce qu'il dit, qu'il nous démontre chacun de ses propos de telle sorte qu'on puisse répliquer la démonstration en tout lieu en tout temps, et qu'on ait les moyens un jour de démontrer que la théorie, le propos est faux.
Ça n'est pas du tout la démarche dans laquelle il se situe. Bien. En vérité, il me semble que la science se soucie beaucoup moins du vrai que de l'exact. Et en quelque sorte, n'entre pas dans cette dimension morale du vrai et du faux, en ce sens que le faux serait un mensonge et une manipulation. La science cherche des éléments qui soient démontrables et qui soient falsifiables. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur des indémontrables. Bien. Alors, ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans un monde post-fin du monde, on doit, puisque nous y sommes déjà, euh, nous rappeler toujours que la vérité, c'est-à-dire la capacité de dire des faits et de produire un accord sur la validité de ces faits tels qu'ils sont dits, est toujours un moyen et jamais une fin. Que la vérité n'est pas un argument. Que l'argument, c'est toujours un énoncé contestable qui rentre dans un dissensus politique, et que c'est ça qui est premier. C'est le souhaitable, c'est le rêve politique commun, c'est l'idéal qu'on se rêve ensemble qui est premier. Et c'est de cela qu'on parle, et c'est cela qu'on met sur la table. Avant, pourquoi pas pour démontrer la souhaitabilité de ceci ou de cela, d'utiliser des arguments. Mais donc toujours se rappeler que la vérité est en quelque sorte secondaire. Ce qui doit primer, parce que c'est à la disposition de chacun, c'est l'argument, c'est le désir, c'est le souhait. Bien. Alors, je peux vous donner des exemples. Tiens, on peut, d'un point de vue scientifique, ça a été le cas d'ailleurs ces dernières années, essayer de démontrer que toutes les sociétés humaines ont des individus homosexuels, qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Voilà. On peut faire des enquêtes pour essayer de démontrer cela. On peut aussi, d'un point de vue politique, instrumentaliser des deux côtés d'ailleurs cet argument-là. Soit en disant qu'il y en a toujours eu dans toute société et que par conséquent c'est un fait humain normal, soit encore pour démontrer que dans certaines sociétés ça n'est pas arrivé, auquel cas on va réussir à dire qu'il s'agit de comportements pathologiques. Il me semble qu'il y a là un vrai risque, tout simplement de suppression du débat politique, dès lors qu'on aurait démontré ceci ou cela et qu'on prétendrait juger du bon, juger du juste et de l'injuste, juger du souhaitable en fonction d'une vérité scientifique. La question de savoir si les personnes homosexuelles ont les mêmes droits que les autres citoyens et qui sont des citoyens comme les autres, point, et que rien ne justifie une discrimination à leur égard, est une question politique. Ça, c'est une question politique qui est un indémontrable scientifique. Ça n'entre pas du tout en science. Bon. De la même manière, la question de savoir si un individu est responsable ou non d'un crime dont on l'accuse peut tout à fait être une question scientifique. Et on peut demander à la police scientifique d'identifier réellement qui est le coupable d'un meurtre. En revanche, la question de savoir s'il faut oui ou non appliquer la peine de mort est une question politique et qui relève de la question du souhaitable ou non. On peut investir scientifiquement cette question-là, mais là, immédiatement, on arrive à du non négociable. Si par exemple, grâce à des travaux d'anthropométrie, on devient capable de détecter les criminels avant même qu'ils aient commis un crime à l'âge de 2 ans ou 3 ans et qu'on décide de les enfermer systématiquement en prévention pour sauver la société des risques que présentent ces individus, vous voyez comment est-ce qu'on bascule d'un coup de quelque chose qui est négociable, qui est discutable, à quelque chose qui d'un seul coup, parce qu'on a appliqué le régime de la vérité à un régime qui ne le supporte pas en réalité en première intention, qui est le régime politique, en fait on fait disparaître l'espace du droit à demander des nouveaux droits, on fait disparaître l'espace du négociable, on fait disparaître l'espace du contestable. La science, c'est le domaine de l'incontestable, et de ce point de vue, la vérité y colle totalement. Le politique, c'est le domaine du contestable. Pour pouvoir
avoir des droits, il faut pouvoir revendiquer de nouveaux droits, et pour revendiquer de nouveaux droits, il faut pouvoir contester. C'est donc en ce sens que, si vous voulez très simplement, il ne faut pas polluer la discussion politique de la notion de vérité tout azimut. La vérité, c'est-à-dire la capacité à énoncer des faits en correspondance avec le réel et de manière reconnue par les autres, doit être uniquement un moyen au service d'une fin, et cette fin est double, c'est à la fois la bonne tenue des débats, et de l'autre côté, l'argument qu'on est en train de servir. Alors, quand je dis la bonne tenue des débats, attention, dès lors qu'on essaye de faire de la vérité quelque chose de premier dans le débat politique, alors on ne peut plus discuter. C'est très simple. Si je vous dis, en vérité, je vous le dis, c'est Dieu qui a créé les lois qu'on doit tous respecter, et qu'en face, j'ai quelqu'un qui dit, bah non, en vérité, il n'y a pas de Dieu, bah, bêtement, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a de débat possible qu'à partir du moment où on dit, selon nos vérités respectives, trouvons un chemin, d'un côté pour, trouver du souhaitable ensemble, 2, établir un champ sur lequel on pourra appliquer des règles d'établissement du vrai qui correspondent aux uns et aux autres. Point. Sinon, il n'y a pas de contestation possible, pas de débat possible dans le cercle comment dire, dans le cercle dissensuel de ceux qui font de la politique ensemble. Voilà, une communauté humaine. Bien. Pause. Alors, un autre point, c'est qu'on perd énormément de force en se cachant, en se barricadant derrière des vérités qui nous éviteraient, qui nous épargneraient d'argumenter tant elles seraient données par la science, alors que les grandes vérités sont en quelque sorte, lorsqu'elles sont admises politiquement, des prises de position extrêmement violentes et fortes. Quand vous lisez dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, écrite par Thomas Jefferson en 1776, We hold these truths to be self-evident that all men are created equals. Ce qui veut dire, nous tenons ces vérités pour être évidentes par elles-mêmes que tous les, allez, je vais dire humains, même si je fais un peu mentir le texte, que tous les humains sont créés égaux. Rien leur a démontré scientifiquement cela. Il s'agit d'une prise de position extrêmement forte, et ils prennent cette position-là, la déclaration d'indépendance des États-Unis prend cette position-là, dans un monde où tout crie au contraire, que les systèmes sociaux organisent, gèrent, exploitent, rentabilisent l'inégalité. Et que de nombreuses théories, qui d'ailleurs dureront bien au-delà de 1776, affirment l'inégalité entre les êtres humains. Et au milieu du 19e siècle et à la fin du 19e siècle, le darwinisme social a pu se muer plus tard en d'autres théories, notamment eugénistes, puis, enfin, je n'aime pas me rouler dans les points Godwin, mais en affirmant que tous les hommes sont créés égaux, il n'y a pas de doute que Thomas Jefferson sait qu'il prend position, il affirme quelque chose. Il ne se cache pas derrière un résultat physico-chimique obtenu en laboratoire. De la même manière, quand on affirme que tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité, là encore, il y a une prise de position. Et justement, ça m'offre une parfaite transition avec le petit passage que je voulais vous lire, écrit par le Comité Invisible dans l'ouvrage qui s'appelle Maintenant, et qui a été publié aux éditions La Fabrique en 2017. C'est un joli passage que je commenterai juste après vous l'avoir lu. Donc, le cours du langage est tombé à zéro, et pourtant nous écrivons. C'est qu'il y a un autre usage du langage. On peut parler de la vie, et on peut parler depuis la vie. On peut parler des conflits, et on peut parler depuis le conflit. Ce n'est pas la même langue, ni le même style. Ce n'est pas non plus la même idée de la vérité. Il y a un courage de la vérité qui consiste à se réfugier derrière la neutralité objective des faits.
Il y en a un autre qui considère qu'une parole qui n'engage à rien, qui ne vaut pas en tant que telle, qui ne risque pas sa position, qui ne coûte rien, ne vaut pas grand-chose. Toute la critique du capitalisme financier fait pâle figure au regard d'une vitrine de banque fracassée et barrée du tag « Tiens tes agios ». Ce n'est pas par ignorance que les jeunes détournent des punchlines de rappeurs dans leurs slogans politiques plutôt que des maximes de philosophes. Et c'est par décence qu'ils ne reprennent pas les « on lâche rien » que les militants gueulent au moment où ils lâchent tout. C'est que les uns parlent du monde, mais que les autres parlent depuis un monde. Le véritable mensonge n'est pas celui que l'on fait aux autres, c'est mais celui que l'on se fait à soi-même. Le premier est en comparaison de l'autre relativement exceptionnel. Le mensonge, c'est refuser de voir certaines choses que l'on voit, et refuser de les voir comme on les voit. Le véritable mensonge, ce sont tous les écrans, toutes les images, toutes les explications qu'on laisse entre soi et le monde. C'est la façon dont nous piétinons quotidiennement nos propres perceptions. Je m'arrête là. Je vous encourage à lire la suite si vous ne l'avez pas déjà fait. Sans du tout reprendre à mon compte ce propos-là, je veux simplement y trouver un point de correspondance. Dans le champ politique, affirmer une vérité, c'est d'abord et avant tout prendre position. Et ce, de deux manières. La première, parce que on est là pour appuyer un désir, appuyer du souhaitable, appuyer une pulsion personnelle, appuyer un intérêt personnel, appuyer une volonté, quelque chose que l'on veut voir advenir. Donc, ce qui est premier, c'est cela. On le fait par ailleurs dans un cadre qui organise le dissensus, le conflit politique, de manière pérenne et fructueuse. Donc, on va adapter les conditions d'énonciation du vrai à cette situation particulière qui est qu'on doit négocier des choses avec quelqu'un qui n'a aucun intérêt à reconnaître la vérité qui est énoncée. Bien. Pour ce faire, il est absolument crucial que la vérité nue soit toujours quelque chose qu'on apporte au profit d'un conflit et pas au débit d'un conflit. On l'apporte au profit d'un conflit, c'est-à-dire pour nourrir une argumentation en reconnaissant toujours que ce qu'on apporte dans ce conflit, c'est une position, c'est une prise de position. C'est une position dans un ensemble d'intérêts, c'est une position dans un champ de valeurs, c'est une position dans la société, une position dans le cadre d'un conflit organisé pour être pérenne et fructueux. En d'autres termes, on ne le sabre pas en substituant à l'exercice du conflit politique l'énonciation du vrai. Voilà. En fait, on pourrait vraiment dire ça. L'art de l'usage de la vérité en politique, c'est un usage qui considère la vérité comme secondaire, au service d'une argumentation, au service d'une conflictualité, et qui cherche à ne jamais substituer au conflit politique une compétence dans l'énonciation du vrai. Voilà. C'est dit aussi simplement que ça. Et bien sur ce, avec 1000 regrets, je vous quitte, et je vais commencer ma nuit. Salut tes joies!